Le dernier plan de Poutine pour inverser le sort de l'Ukraine? Nous faisons appel aux troupes nord-coréennes. Oui, faute de combattants expérimentés. Ils recrutent des soldats en Corée du Nord, où l'expérience militaire nécessite souvent de déneiger les champs. Le plan essaie de les déguiser en soldats russes et d'espérer que personne ne le remarquera. Mais voici le problème. Il semblerait que certains soldats nord-coréens fuient vers l'Ukraine avant même de tirer sur la Russie. Cette alliance désespérée pourrait-elle être la dernière erreur de Poutine? Énormément l'ennemi? Et pourquoi la Corée du Nord risque-t-elle ses propres ressources pour Poutine? La réponse réside dans un examen plus approfondi de la manière dont Pyongyang profite d'une Russie affaiblie. Selon l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, depuis le début de la guerre en février 2022 jusqu'à fin août 2024, les pays de l'OTAN ont fourni une aide d'une valeur de près de 240 milliards de dollars. Ces 240 milliards de dollars seront répartis entre une aide économique directe et des dons d'armes, munitions, d'équipements ou de formation pour les soldats ukrainiens. En fait, le montant dépensé par l'OTAN pour l'Ukraine est très proche du budget militaire total de la Russie au cours des 3 dernières années. Les résultats de ces dons étaient tout simplement impressionnants. Au premier semestre 2024, la Russie n'a pas réussi à réaliser de progrès significatifs en Ukraine sur presque tous les fronts. L'invasion estivale de Kharkov fut un échec total et la Russie perdit jusqu'à 70 soldats en moins de 2 mois. Les chars T-14, Armada, soi-disant modernes, se sont révélés n'avoir aucune chance face aux drones et aux tactiques à longue portée que les deux pays avaient développé et largement utilisé pendant le conflit. Mais l'événement le plus important de la guerre s'est peut-être produit début août, lorsque l'Ukraine a décidé de passer à l'offensive. Initialement composée de quelques centaines de soldats, l'armée ukrainienne a traversé la frontière avec l'oblast russe de Kursk et a commencé à occuper le territoire. Même si le Kremlin n'a pas tardé à insister sur le fait que les assaillants seraient rapidement neutralisés, la réalité était tout le contraire. La Russie n'était fondamentalement pas du tout préparée au fait que l'Ukraine parvenait à dépasser ses frontières. Alors que Poutine menaçait d'une réponse nucléaire si l'Ukraine tirait des armes de l'OTAN sur le territoire russe, l'une de ses lignes rouges de sécurité, l'Ukraine a réussi à se rendre à Kursk sans tirer aucune des armes proposées. Lorsque la Russie n'a pas répondu à temps, le message était clair. Poutine bluffait depuis le début. Cela a créé de sérieux problèmes pour la Russie. Tout au long de la guerre, la Russie s'est principalement concentrée sur l'équipement et la préparation du plus grand nombre possible de soldats sous contrat pour combattre sur la ligne de front. Cela signifiait que les soldats disponibles restants que la Russie pouvait utiliser, c'est-à-dire les conscrits, étaient laissés pour compte. Des entretiens avec certains prisonniers de guerre capturés à Kursk ont révélé que l'armée russe n'avait reçu que quelques semaines d'entraînement de base au combat avant de les envoyer dans des avant-postes situés dans la zone frontalière. Mais pourquoi la Russie ne voulait-elle pas utiliser ces soldats? Après tout, le système de service militaire obligatoire dans le pays assure environ 130 conscrits par an sur une base de rotation de 6 mois. La réponse réside dans le droit russe, comme on peut le constater. Après la guerre désastreuse menée par l'Union soviétique contre l'Afghanistan dans les années 1980, le bilan des 10 années de conflit s'est élevé à des millions de morts, dont un grand nombre de conscrits. La pression interne a contraint l'Union soviétique à annoncer que les conscrits ne seraient plus envoyés à l'étranger. La Fédération de Russie a conservé ce droit, succédant à l'Union. Cela signifie que quel que soit le nombre de conscrits dans l'armée russe, leur rôle est exclusivement défensif. Pour cette raison, ils ne sont pas entraînés et équipés au même niveau que les soldats réguliers. Ce fait a conduit la Russie à lancer une contre-offensive à Kursk environ 1 mois après la première invasion ukrainienne, ce qui était bien trop peu et trop tard. Pire encore, la Russie, obligée d'utiliser ses conscrits non entraînés et de se débarrasser d'une partie de ses ressources de première ligne, n'a pas réussi à repousser les Ukrainiens hors de Kursk. À la mi-octobre, les rapports des forces armées russes indiquaient que seule la moitié du territoire occupé avait été reconquise. Cette avancée glaciaire signifiait qu'entre 120 et 200 Russes étaient encore forcés de quitter la région de Kursk,
ce qui risquait d'aggraver les problèmes du gouvernement russe. La situation tragique à Kursk a incité Poutine à chercher des réponses. L'une des solutions possibles était d'essayer de faire pression sur d'autres pays pour qu'ils les aident non plus directement, et c'est là que les Nord-Coréens viennent à la rescousse. La Corée du Nord est l'un des rares pays à être un allié de longue date de la Russie et de la Chine, qui fait elle-même partie de l'Alliance. La Corée du Nord a gagné en importance au cours de l'effort de guerre russe, et ce pour plusieurs bonnes raisons. Vous saviez, la Corée du Nord a été pratiquement reconstruite de zéro grâce aux dons chinois et russes, à l'aide militaire et à l'aide économique. La plupart des équipements militaires du pays trouvent donc leur origine dans les armes soviétiques, que le pays a utilisées telles quelles ou modifiées. En outre, le pays dispose de systèmes relativement avancés pour la production de missiles balistiques et de munitions d'artillerie, ce qui s'explique par le fait que la guerre à longue portée est pratiquement le seul moyen de contenir une menace importante pour son voisin du Sud. La Corée du Nord a tenté de lancer plus de 30 missiles en 2000, 23 et un nombre record de 64 tests en 2022. Environ la moitié de ces lancements se sont soldés par un échec complet. Les missiles manquent probablement d'une puissance de feu et de capacités défensives significatives. Il n'y a donc pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Cependant, cela a fait du pays l'un des testeurs de missiles balistiques les plus prolifiques. En fait, une préoccupation possible pourrait être la capacité de la Corée du Nord à produire des armes et des munitions compatibles avec les plateformes russes. Même si la Russie a prouvé que son armée n'a pas le niveau technologique nécessaire pour constituer une menace sérieuse pour l'OTAN, l'un de ses meilleurs atouts est sa technologie d'artillerie. Les plateformes d'artillerie automotrices de pointe comme la DUS-S, Dix-9 surpasseront leurs homologues occidentales dans presque tous les domaines. Premièrement, les armes russes ont tendance à avoir une bien meilleure cadence de tir, les nouvelles conceptions ciblant environ 10 coups par minute. En comparaison, les armes occidentales tirent généralement entre 4 et 6 coups par minute. Deuxièmement, la Russie renforce son artillerie depuis des années, et c'est l'une des rares armes qui ne vieillit pas aussi vite que les autres. Étant donné que certaines estimations suggèrent que la Russie a perdu jusqu'à 20 pièces d'artillerie pendant la guerre, mais qu'elle en possédait encore un certain nombre. Il est si facile de comprendre pourquoi un grand nombre de pièces d'artillerie pourraient fonctionner dans cette stratégie. Lorsque vous disposez de suffisamment d'artillerie en ligne, vous n'avez pas besoin d'être extrêmement précis, ni de disposer de missiles anti-chars supérieurs. Des pluies continues sur le champ de bataille empêcheront les troupes ukrainiennes de lancer une contre-offensive sérieuse. Ce type de tactique était l'une des principales raisons pour lesquelles la Russie a réussi à maintenir le contrôle du territoire occupé du Donbass et à progresser lentement vers l'intérieur, même à un rythme glacial. L'armée ukrainienne dispose peut-être d'un armement plus avancé et l'utilisation inventive de drones kamikazes pourrait permettre la destruction de l'artillerie. Mais les chiffres sont en faveur de la Russie, du moins pour le moment. Cependant, même si les deux parties reçoivent les mêmes drones de la Chine, le pays prête également à la Russie sa technologie anti-drone. Pendant ce temps, les drones ukrainiens ont une efficacité épouvantable, avec seulement environ un drone sur 10 atteignant leur cible, permettant à l'artillerie russe de faire des ravages sur le champ de bataille. Cela nous ramène à la Corée du Nord, qui a étendu sa capacité de production pour produire des munitions d'artillerie pouvant être utilisées par les armes russes. Un rapport de février 2024 de la Corée du Sud indiquait que la Corée du Nord pourrait avoir expédié jusqu'à 9 millions d'obus d'artillerie de 152 mm vers la Russie au cours des 6 derniers mois. Et il n'y a aucune raison de croire que le commerce a cessé ou qu'il n'y a aucune expédition vers la Russie qui n'ait été prise en compte auparavant. En termes simples, la Corée du Nord a permis à la Russie de rester pertinente dans la guerre en renforçant l'un de ses rares avantages. Mais que gagne la Corée du Nord de cet accord? Bien que les accords entre la Russie, la Chine et la Corée du Nord ne soient pas rendus publics, on peut affirmer que le scénario le plus probable est que la Russie envoie en retour des vivres et d'autres produits essentiels à la Corée du Nord. Comme si cela ne suffisait pas, en juin de cette année, la Corée du Nord et la Russie ont signé un pacte de défense mutuelle, s'engageant à défendre leurs frontières. À l'époque,
Ce n'était qu'un incident sur le radar de l'actualité mondiale, étant donné qu'aucun des deux pays n'était réellement menacé territorialement. Mais ensuite, la campagne de Kursk sous-mentionnée a eu lieu. Poutine semble désormais profiter de cette opportunité pour entraîner la Corée du Nord encore plus profondément dans la guerre. À cette fin, un rapport sud-coréen du 15 octobre suggérait que 3 soldats ont été repérés en train d'être transférés de Corée du Nord vers la Russie, probablement pour être déployés quelque part sur son territoire. Un autre rapport des renseignements ukrainiens a augmenté le nombre de soldats à 10. Des rapports supplémentaires suggèrent que le premier groupe de troupes nord-coréennes comptera jusqu'à 12 soldats. Et où seront placés tous ces gens? Oui, vous l'avez deviné, Kursk. Alors que Poutine insiste sur le fait que l'invasion constitue une menace pour le territoire russe, plutôt que d'invoquer l'une de ces lignes rouges qui, selon lui, justifie l'utilisation d'armes nucléaires, engager la Corée du Nord semble être une solution intermédiaire. Un afflux de 50 soldats ou plus à Kursk permettrait à l'armée russe de faire une pause dans les combats dans la région. Fondamentalement, la Russie envisage d'utiliser les troupes nord-coréennes à des fins défensives dans les régions frontalières. Ce plan présente de sérieux défauts. Mais parlons d'abord de l'état réel des troupes que la Corée du Nord envoie en Russie. L'un des moyens par lesquels la Corée du Nord a réussi à constituer une menace militaire contre la Corée du Sud au cours des dernières décennies a été, franchement, les zèles excessifs du pays concernant les exigences de conscription. Les hommes nord-coréens doivent servir dans l'armée pendant 8 ans maximum et les femmes pendant 5 ans. Ces exigences constituent une amélioration par rapport à la situation d'il y a quelques années. Lorsque les hommes devaient servir dans l'armée du pays pendant une décennie, le service militaire obligatoire signifie que la Corée du Nord dispose d'une armée permanente d'environ 1,3 million de soldats, soit un effectif presque égal à celui des forces armées américaines. En outre, certains rapports suggèrent que la Corée du Nord pourrait rapidement recruter environ 8 millions de personnes dans son armée en cas de conflit à grande échelle. Ces chiffres montrent que les 10 à 12 soldats que la Corée du Nord a envoyés jusqu'à présent en Russie ne représentent pratiquement qu'une goutte d'eau dans l'océan par rapport à ce qu'elle aurait pu envoyer. Cela signifie qu'avec le temps, la Russie pourrait recevoir de plus en plus de troupes. Mais comme mentionné, cela pose quelques problèmes. Premièrement, même si la Corée du Nord dispose d'une importante armée permanente, son armée est basée sur des pratiques de magie de l'ère soviétique et une grande partie de son équipement est considérée comme étant en retard de plusieurs décennies par rapport aux armées modernes de l'Occident et même de la Russie. Bien que la Corée du Nord et la Corée du Sud soient techniquement encore impliquées dans la guerre de Corée, les combats ont cessé en 1953, lorsqu'un armistice a été signé dans le cadre de la guerre de Corée du Nord. La Corée du Nord s'est alors progressivement isolée du reste du monde, limitant ses relations à ses alliés les plus proches comme la Chine et la Russie. Ainsi, l'armée de ce pays n'a pas de réelle expérience du combat, et les seuls habitants du pays sont morts il y a longtemps. Cela signifie que même si les soldats que la Corée du Nord envoie en Russie constituent la majeure partie de l'armée de son pays, la barre est si basse qu'il est peu probable que ces soldats soient de toute façon bien meilleurs que les conscrits russes. Les transfuges nord-coréens en Corée du Sud affirment que le soldat moyen souffre de pénuries alimentaires, de malnutrition et d'un possible manque d'entraînement au combat moderne. Deuxièmement, les soldats envoyés par la Corée du Nord ne parlent probablement pas le russe, qui est majoritairement parlé par l'armée russe. Cela crée une barrière de communication potentiellement insurmontable entre eux et les forces russes nationales. Les rapports sur les mouvements nord-coréens indiquent qu'environ 500 officiers et 3 généraux ont rejoint les troupes. D+. Les renseignements ukrainiens interceptant les communications russes suggèrent qu'il devrait y avoir un traducteur et 3 officiers pour 30 soldats envoyés par la Corée du Nord. Ils sont susceptibles de servir d'intermédiaires entre les forces terrestres respectives des deux pays. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué, le nombre de mouvements de troupes et le nombre d'officiers signalés ne correspondent pas aux renseignements. Et pas un seul rapport de Corée du Sud ou d'Ukraine sur les mouvements de troupes
ne mentionne des traducteurs civils ou même militaires. Cela signifie que l'armée russe pourrait continuer d'attendre davantage de troupes de la Corée du Nord ou pourrait devoir retirer certains de ses propres hommes d'autres unités pour servir d'officiers supérieurs ou de traducteurs pour la nouvelle force. Quoi qu'il en soit, le manque de communication entre les troupes russes et nord-coréennes sur le terrain signifie qu'il est peu probable qu'elles soient aussi efficaces qu'elles devraient l'être. Enfin, la Corée du Nord n'autorise généralement pas ses citoyens à quitter le pays sans mesures incitatives visant à les maintenir liés à leur pays d'origine. Pour les diplomates, cela signifie généralement qu'un membre de la famille restera en Corée du Nord comme otage officieux. Pour les soldats se rendant en Russie, les mesures préventives seront probablement encore plus strictes. Un rapport du Centre d'études internationales et stratégiques suggère que les soldats sont susceptibles d'être sélectionnés parmi les plus fidèles au pays ou parmi ceux ayant des relations importantes qui se comportent mal. C'est-à-dire, la désertion la rendait potentiellement dévastatrice. Le rapport indique que les soldats pourraient être accompagnés de responsables du Parti du travail de Corée, l'organe dirigeant du gouvernement nord-coréen. Les autorités auraient le pouvoir de suivre chaque mouvement des soldats en documentant leur apparence, leur comportement, leur état de préparation au combat et, plus important encore, s'ils envisageaient de rapporter chez eux des objets ou des connaissances. Le dernier élément de la liste est particulièrement important pour la Corée du Nord. Garder les connaissances étrangères hors de portée de ses citoyens n'est qu'un moyen pour un pays de maintenir le contrôle sur sa population. Et de nouvelles interactions entre Nord-Coréens et Russes pourraient avoir l'effet inverse. Pour contrer cela, le Centre d'études internationales et stratégiques suggère que les soldats pourraient être envoyés dans des camps de réendoctrinement pour réaffirmer leur loyauté envers le pays avant de retourner en Corée du Nord. Mais qu'en est-il des hommes eux-mêmes? Quelle est la probabilité qu'ils veuillent réellement aller en Russie pour combattre dans une autre armée? Il existe plusieurs manières différentes de répondre à ces questions. Comme mentionné précédemment, il existe une forte probabilité que les soldats envoyés en Russie soient parmi les plus loyaux et les plus compétents, ce qui signifie qu'il est relativement sûr de rester dans l'armée, puis de rentrer chez eux à moins qu'ils ne meurent au cours du processus, ce qui est plus probable. Pour ces soldats, partir en Russie représente une opportunité unique de quitter la Corée du Nord et d'acquérir une respectabilité et un statut social plus élevé, notamment de meilleures opportunités d'emploi dans leur pays. Même les familles des personnes décédées pendant la guerre en Russie pouvaient bénéficier davantage d'un respect social et davantage important. D+. Travailler à l'étranger donnera à ces personnes la possibilité de gagner beaucoup plus que chez eux. D'après des entretiens avec d'anciens transfuges, le soldat moyen gagne moins $1 par jour. Oui, c'est vrai. $1. L'accord avec la Russie, selon lequel ce pays versera à la Corée du Nord le salaire régulier d'un soldat russe, stipule que seulement 10 à 15% de ce salaire sera transféré aux soldats. Même dans ce cas, une année passée sur le champ de bataille permet à un soldat de gagner entre $1,500 et $2,500, soit pratiquement une fortune en Corée du Nord. Cela pourrait inciter davantage de jeunes hommes à se porter volontaires pour servir en Russie, même s'ils seront probablement sous la surveillance constante des autorités nord-coréennes. La possibilité de découvrir un autre pays et de gagner beaucoup plus que chez soi est pratiquement inédite. Bien entendu, il y a aussi la question du danger inhérent à servir dans l'armée russe. Les premiers rapports de l'armée ukrainienne suggèrent que certains Nord-Coréens participant déjà à des opérations de combat à Kursk et peut-être même en dehors de la région. Une combinaison de terrains étrangers, de barrières linguistiques et de manque d'expérience et de formation semble avoir eu un effet sur les nouveaux soldats nord-coréens, car les Ukrainiens se disent peu impressionnés par leur performance. Des rapports indiquant que la Russie a habillé les hommes nord-coréens avec des uniformes russes pour les rendre moins reconnaissables des Russes d'origine. À Kursk, les affrontements avec ces soldats ont jusqu'à présent été de moindre ampleur, et les renseignements militaires suggèrent qu'il s'agit d'un moyen de tester les défenses ukrainiennes déployées dans la région et le réel potentiel de combat des nouvelles troupes.
Bien que les pertes des soldats nord-coréens n'aient pas encore été estimées avec précision, les rapports de l'armée ukrainienne confirment que plusieurs soldats nord-coréens ont déjà été tués en combattant pour la Russie, et que d'autres mourront probablement si l'alliance entre la Russie et la Corée du Nord se poursuit. Cela conduit à la création d'un autre type de soldats qui pourrait provenir de Corée, c'est-à-dire déserteurs prévus. Selon la télévision ukrainienne Sospilna, au moins 18 hommes nord-coréens ont quitté leur position à Kursk. Cela pourrait être une conséquence directe du fait que les soldats ont dû faire face aux dures réalités du combat dans la guerre moderne. Bien entendu, il pourrait s'agir d'un événement totalement indépendant, dans lequel les soldats profiteraient du déplacement lui-même comme d'une opportunité pour fuir le pays. Auparavant, la plupart des défections en provenance de Corée du Nord se produisaient au-delà de la frontière sino-russe, la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud étant pratiquement impossible à traverser. Cependant, la Chine et la Russie ont toutes deux des lois exigeant le retour de tous les transfuges capturés en Corée du Nord. Néanmoins, les transfuges prennent des risques et traversent la frontière nord de la Corée du Nord. Dès là, ils entrent dans des pays comme la Mongolie au nord de la Chine ou la Thaïlande, le Vietnam, le Laos et le Cambodge au sud de la Chine. Cependant, la destination finale des transfuges nord-coréens est beaucoup plus proche de chez eux, la Corée du Sud. Pour cette raison, ils tentent de pénétrer sur le territoire de certains des voisins chinois mentionnés ci-dessus. Contrairement à la Chine, ces pays sont plus amicaux envers les transfuges nord-coréens. Au lieu d'être expulsés vers la Corée du Nord, ils ont été transférés vers la Corée du Sud. C'est ainsi que la plupart des anciens soldats qui ont demandé à rejoindre l'armée ukrainienne ont fui la Corée du Nord, et c'est probablement la voie la plus courante. Toutefois, la guerre en Ukraine a créé une opportunité plutôt unique. Comme nous l'avons déjà dit, les soldats que la Corée du Nord envoie en Russie seront probablement extrêmement loyaux envers ce pays. Ajoutez à cela le fait que les responsables nord-coréens pourraient suivre chacun de leurs mouvements et même retenir leur famille en otage pour empêcher les tentatives d'évasion. Et on ne sait pas exactement combien de soldats envisageraient de tenter de s'échapper de Kursk. Si cela se produit, ce sera vraiment sans précédent pour des Nord-Coréens de traverser la frontière russe vers l'un des pays voisins. Étant donné que les voisins occidentaux de la Russie sont soit la Biélorussie, soit l'Ukraine, membres de l'OTAN, et que l'oblast de Kursk n'est qu'à proximité de la frontière avec l'Ukraine, il appartient probablement aux autorités ukrainiennes de décider quoi faire de toute évadée réussie. Il y a aussi l'Ukraine, qui détient toujours une grande partie du territoire occupé dans l'oblast de Kursk. Même si la Russie acceptait des troupes plus entraînées, notamment des Nord-Coréens, pour remplacer les conscrits russes, il n'est pas certain que cela l'aiderait à organiser avec succès une contre-offensive dans la zone frontalière. Selon un reportage de la BBC du 11 novembre, le ministère ukrainien de la Défense estime que la Russie a envoyé environ 50 soldats dans la région de Kursk pour tenter d'en reprendre le contrôle. Parmi ces soldats, au moins 10 pourraient être les Nord-Coréens sous-mentionnés. Le nombre réel de soldats nord-coréens activement déployés à Kursk est incertain. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, l'Ukraine a souvent signalé que la Russie équipait les Nord-Coréens de matériel militaire russe, ce qui les rendait presque impossibles à distinguer des soldats russes à distance. Quoi qu'il en soit, la participation de milliers de soldats nord-coréens à la lutte contre les troupes ukrainiennes finira probablement en faveur de l'Ukraine. En effet, l'armée ukrainienne a déjà plusieurs années d'expérience réelle en matière de combat et est en train de créer des méthodes détaillées de guerre moderne, y compris des opérations de drones, auxquelles la Corée du Nord n'est probablement pas prête. À cause du conflit, des unités de soldats nord-coréens meurent chaque jour. Selon les données publiées par le ministère ukrainien de la Défense, la Russie perdrait plus de 200 soldats par jour. Même si seulement une fraction de ces pertes se produisait dans la région de Kursk, le nombre de soldats nord-coréens pourrait tomber à près de 0 dans les prochains mois. Au pire, ils peuvent disparaître en quelques semaines. Et c'est là que les anciens transfuges nord-coréens qui se rendent en Ukraine comptent faire la différence. En rejoignant l'armée ukrainienne en tant que volontaires, ils pourraient potentiellement rejoindre soit les soldats stationnés près de Kursk,
soit les troupes de première ligne dans la région du Donbass. Même s'il est peu probable que la plupart des 200 anciens soldats soient aptes au service, ils pourraient mettre à profit leur expérience dans l'armée nord-coréenne d'une autre manière. Un porte-parole de ce groupe a mentionné que la présence même de la Corée du Nord en Ukraine serait une arme psychologique qui pourrait être utilisée contre d'autres Nord-Coréens au cours de l'année. Cela pourrait être un exemple des avantages que pourraient en tirer les soldats nord-coréens qui osent faire défection et passer du côté ukrainien. Les volontaires pourraient faire office de traducteurs et diffuser des messages spécifiquement destinés aux membres nord-coréens de l'armée russe. Dans un sens, cela signifierait une double perte pour la Russie. Si les transfuges nord-coréens travaillant pour l'Ukraine parviennent à persuader leurs compatriotes stationnés à Kursk d'abandonner complètement l'armée russe, cela pourrait contrecarrer les projets russes de reprendre la région aux puissances étrangères. Mais plus important encore, cela montrerait aux Russes que les soldats nord-coréens ne sont peut-être pas aussi fiables qu'ils le paraissent. Cela pourrait potentiellement mettre à rude épreuve les relations entre la Russie et la Corée du Nord, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour les deux pays. L'accord de défense mutuelle prévu entre les deux pays repose sur le fait que la Corée du Nord peut apporter quelque chose de précieux à la Russie. Avant le déploiement des troupes nord-coréennes près de Kursk, cette valeur provenait de l'approvisionnement régulier en munitions d'artillerie. La Russie est soupçonnée d'avoir envoyé des vivres essentiels à la Corée du Nord en réponse. Rien que pour les troupes, la Russie est susceptible de payer beaucoup plus, étant donné qu'elle verse à la Corée du Nord plus de 200 millions $10 par an pour 10 soldats et l'envoi de jusqu'à 700 tonnes de riz. Si ces soldats n'avaient pas combattu pour la Russie aurait gaspillé l'argent et les efforts investis dans leur recrutement et leur transport de la Corée du Nord à Kursk. Pire encore pour Poutine, les soldats nord-coréens qui font défection directement en Ukraine pourraient être autorisés à servir dans la Légion internationale ukrainienne, bien que peu probable, ce qui donnerait en réalité plus d'effectifs à l'armée ukrainienne. Les tout aux dépens de la Russie. La perte monétaire que devra encaisser la Russie pourrait gâcher l'accord entre les deux pays. Si un précédent montre que les troupes nord-coréennes ne sont pas fiables et loyales envers la Russie n'a aucune garantie que le prochain lot de troupes ne se comportera pas de la même manière. En conséquence, ces investissements en Corée du Nord pourraient être détournés ailleurs. Cela se justifie par le fait que l'économie russe fait pratiquement des heures supplémentaires pour financer la guerre. Le pays ayant perdu ses liens commerciaux avec la majeure partie du monde depuis l'invasion, ses principaux partenaires restants se trouvent en Asie centrale et au Moyen-Orient, ces derniers ayant ses propres problèmes avec le conflit actuel entre Israël, les Hamas et le Hezbollah. Cependant, l'aspect le plus important, si les Nord-Coréens fuyaient, la Russie serait le préjudice dévastateur à la réputation des deux pays. La Corée du Nord fait des vagues dans la géopolitique mondiale, notamment avec ses niveaux croissants de technologie de missiles balistiques et ses capacités de militarisation extrême. Mais le pays était pratiquement protégé par l'alliance avec la Russie et la Chine. Si le Kremlin constate que ses investissements en Corée du Nord ne portent pas beaucoup de fruits, même si la Corée du Nord honore ses obligations au titre du traité de défense mutuelle, alors une partie de cette alliance pourrait prendre fin. La situation avec la Chine n'est guère meilleure. La Chine est un allié relativement discret de la Russie depuis 30 mois. Il a aidé la Russie à alléger les sanctions occidentales et a très probablement introduit clandestinement la technologie nécessaire en Russie pour que celle-ci puisse continuer à produire des systèmes d'armes modernes. Cependant, en public, la Chine n'a pas officiellement condamné les projets russes ni ne les a soutenus. La seule fois où la Chine a finalement manifesté son soutien à la Russie, c'est lorsqu'elle a proposé un accord de paix audacieux ou un cessez-le-feu qui verrait la Russie conserver le territoire qu'elle occupait dans le Donbass, ce que l'Ukraine n'accepterait probablement jamais. La Chine sait que son alliance avec la Russie est sur la glace. Après plus de 30 mois de guerre, la Russie perd peu à peu la capacité d'orienter ses ressources naturelles vers la Chine. Il s'agit d'un accord commercial sur lequel repose en réalité l'ensemble des relations sino-russes, et non d'une amitié géopolitique. Et si la guerre en Russie continue de faire rage,
Les pays qui ont coopéré avec la Chine pourraient commencer à se tourner vers l'OTAN ou ses alliés. À long terme, cela pourrait conduire la Chine à perdre de précieux accords commerciaux. La présence des troupes nord-coréennes en Russie complique encore les choses. Tant que ces troupes restent à Kursk, Poutine est techniquement justifié d'appeler à un accord de défense mutuelle entre la Russie et la Corée du Nord. Toutefois, si l'armée russe commet l'erreur de déployer des soldats nord-coréens sur les lignes de front du Donbass, cela signifiera que la Corée du Nord déclarera également une guerre d'agression contre l'Ukraine. Cela pourrait probablement inciter l'OTAN à faire de même et à réagir en envoyant directement ses propres troupes en Ukraine ou en augmentant ses dons militaires au pays. Si la Russie n'agit pas avec prudence, elle pourrait par inadvertance entraîner la Corée du Nord et la Chine dans une guerre non seulement contre l'Ukraine, mais aussi contre l'OTAN et ses divers alliés. La Chine n'est probablement pas prête à cela, d'autant plus que la Russie est déjà affaiblie par une longue guerre. En conséquence, la Chine elle-même pourrait également reconsidérer son alliance avec la Corée du Nord. Si la Corée du Nord perd le soutien de la Russie et de la Chine en raison de son implication directe dans la guerre en Ukraine, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Comme mentionné précédemment, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont techniquement toujours impliquées dans la guerre de Corée. Même si la Corée du Sud n'a encore pris aucune mesure offensive et que son armée s'est jusqu'ici concentrée uniquement sur la défense, il est peu probable que la démonstration d'agression flagrante de la Corée du Nord passe inaperçue. Et la Corée du Nord qui envoie plus de X-0 soldats dans un pays à l'autre bout du monde ne peut être considérée que comme agressive. L'armée nord-coréenne a également récemment bombardé 2 routes principales reliant les parties nord et sud de la péninsule coréenne dans le but de se séparer de la Corée du Sud en la déclarant État ennemi. On pense que l'armée sud-coréenne a des décennies d'avance sur son homologue nord-coréenne, du moins en termes de guerre conventionnelle. L'armée est souvent classée parmi les 10 forces armées les plus puissantes du monde. Cette position élevée est en partie le résultat d'alliances permanentes avec les États-Unis, qui ont permis au pays de moderniser son industrie de défense nationale au cours des dernières décennies. La Corée du Sud est ainsi devenue le 9e exportateur d'armes au monde. La plupart des efforts de développement militaire du pays visent à créer une force défensive invincible, alimentée par le fait que Pyongyang et Séoul ne sont distants que de 200 km. L'armée sud-coréenne compte moins de personnel actif, mais probablement plus de réservistes, car elle a des exigences de conscription similaires à celles de la Corée du Nord, bien qu'avec une durée de service plus courte. Cela signifie qu'une éventuelle poursuite de la guerre de Corée laisserait l'armée sud-coréenne en infériorité numérique tout en conservant un net avantage technologique dans la guerre conventionnelle. Bien sûr, on s'inquiète du fait que la Corée du Nord développe des armes nucléaires, surtout compte tenu de sa tendance à procéder à des dizaines d'essais de missiles chaque année. La Corée du Sud ne possède actuellement aucune arme nucléaire et s'appuie sur les systèmes de dissuasion nucléaire américains. Cependant, les récents changements dans la politique étrangère américaine, qui devrait probablement entraîner un éloignement de la Corée du Sud avec la réélection du président élu Donald Trump en janvier, pourrait signifier que la Corée du Sud pourrait commencer à planifier le développement de ses propres armes nucléaires. Cela signifierait que la Chine verrait un autre pays nucléaire dans son voisinage, ce qui la découragerait encore davantage de soutenir ouvertement la Corée du Nord. Tous ces facteurs se combinent pour faire du stationnement de Nord-Coréens en Russie une perspective dangereuse. Premièrement, les soldats auraient pu être tués sans entraîner de conséquences significatives ni à Kursk ni dans les régions plus proches du front dans le Donbass. Ils seraient en fait envoyés à la mort sans raison valable. Deuxièmement, l'alliance de la Russie avec la Corée du Nord pourrait être mise à rude épreuve si l'armée de cette dernière s'avérait peu utile à la Russie. Cela pourrait créer un dangereux précédent dans lequel la Corée du Sud oserait utiliser son armée ou étendre davantage ses arsenaux de défense en prévision d'une reprise du conflit dans la péninsule. Troisièmement, la situation en Chine devient de plus en plus incertaine alors que chacun de ses alliés fait des vagues dans la géopolitique mondiale. Mais le pays lui-même n'est pas encore assez puissant pour exercer une influence et une puissance militaire qui pourraient égaler celle de l'Amérique. Quatrièmement, l'envoi de troupes nord-coréennes en Russie
pourrait signifier que l'OTAN pourrait justifier une action plus agressive pour aider l'Ukraine, ce qui pourrait contrecarrer les tentatives de la Russie de prendre rapidement pied dans le Donbass. Dans tout cela, il dépend essentiellement de l'Ukraine d'accepter ou non des transfuges nord-coréens en provenance de Corée du Sud. Si ces nouveaux ajouts peuvent faire une différence à Kursk, en forçant directement les soldats nord-coréens à fuir la Russie, cela pourrait déclencher une chaîne d'événements qui tournerait inévitablement la guerre en faveur de l'Ukraine et nuirait à la position de la Russie et de la Chine dans la géopolitique mondiale. Ils peuvent également faire une réelle différence en sauvant potentiellement des milliers de vies. Qu'en pensez-vous? Comment les relations entre la Corée du Nord, la Russie et l'Ukraine vont-elles évoluer à la lumière de ces événements? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans les commentaires et merci d'avoir regardé. Allez maintenant regarder la vidéo. La Corée du Nord s'entraîne-t-elle en Ukraine pour la guerre avec la Corée du Sud ou cliquez plutôt sur cette autre vidéo.